Tu sais pas. Quand tu fais un marathon, c'est 42-195. Quand tu fais un ultra, tu sais le nombre de kilomètres approximativement, mais à 500 mètres près, tu le sais. Là, tu sais pas. Et c'est ça les courses horaires. C'est ça qui est génial aussi. En fait, la fin, c'est ta montre, c'est pas les kilomètres. Et tu te bats pas, tu te bats contre les kilomètres et pas contre la montre. C'est ça qui est génial. Je pense qu'il faut de la grosse détermination et être capable de décrocher en fait le cerveau de la réalité. Quand on tourne pendant 5 jours sur un anneau d'1,3 km, il faut être capable de décrocher ça et après, en fait, les heures sont des minutes. Et je pense que c'est surtout moral. Je pense qu'il faut plus de mental que de physique. Alors, pour celle de Paris, il y a un village et donc notre dortoir, c'est une tente, un lit picot, comme on a à l'armée, enfin un lit pliant, et une rallonge électrique pour brancher ton téléphone, et puis un petit chauffage. Point à la ligne. Il y a des douches, certes, mais dans un gymnase à côté, et donc c'est assez sommaire. Mais c'est aussi ce que je venais chercher, et je pense que quand on fait ce genre de course-là, c'est aussi ce qu'on va chercher. Tu penses à tout, les pensées sont positives, tu penses à ta vie, tu penses à ton enfance, tu penses à ta vie de père, de mari, professionnel, tu rencontres du monde, tu partages, et c'est ça aussi qui est fabuleux, c'est que on va courir avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément et on va partager. J'ai que des pensées positives. J'ai une patate folle, intérieure, mais folle. Et je sais qu'il y aura des moments difficiles. Je sais que la journée du jeudi ne va pas être facile. Et je sais je sais que je vais vivre au moins un moment très difficile. Donc je le sais. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Avant toute chose, j'espère que vous et vos proches vous portez bien en cette délicate période. Course épique est lui en pleine forme et a eu la chance de croiser les oreilles de nombreux nouveaux auditeurs ces dernières semaines. Merci à tous pour vos messages d'encouragement que je reçois avec beaucoup de bonheur. Merci également pour vos partages et le bouche à oreille qui fait que notre communauté de passionnés de course hors du commun et de belles histoires s'agrandit de jour en jour. Pour aider le podcast à continuer à se développer, j'ai une mission très simple pour vous. Si vous écoutez ce podcast sur Apple, donnez-lui une note avec le maximum d'étoiles pour l'aider à se faire connaître plus largement et me permettre de continuer à recevoir des invités géniaux épisode après épisode. Et si vous écoutez Course épique sur les autres plateformes, Spotify, SoundCloud ou encore Deezer, il vous suffit d'un clic pour vous abonner et ainsi ne manquer aucun épisode. Je compte sur vous. Place aujourd'hui à une course pas comme les autres, la No Finish Line. Il me tenait à cœur de mettre en avant cette course solidaire pour laquelle chaque participant est libre de venir courir quand il veut pendant les 5 jours que dure la course. Ici, pas de chrono, pas de compétition contre les autres, pas de ligne d'arrivée, seulement sa propre trace, son objectif personnel et l'idée de parcourir le plus de kilomètres possible pour venir en aide aux autres. En effet, pour chaque kilomètre parcouru, l'organisation et ses partenaires reversent 1 euro à différentes associations. Dans ce nouvel épisode, mon invité Christophe Parot, un coureur passionné et grand amateur d'ultra, va nous faire vivre son incroyable défi sur cette no finish line. Enchaîner une boucle d'1,3 km du mercredi matin au dimanche 18h, et parcourir ainsi le plus de kilomètres possible pour lui, mais surtout pour les autres. Pendant ces 104 heures de course, Christophe a évidemment eu le temps de vivre beaucoup de moments marquants, de passer par beaucoup d'états et de vivre des émotions inoubliables. Vous l'entendrez, cet épisode parle beaucoup de partage, de famille, de courbatures, de solidarité, de coups de mou et même de Rocky Balboa. Mais je ne vous en dis pas plus, Christophe va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue à tous dans ce 17e épisode de Course épique, Tour de force. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Christophe, bienvenue dans ce 17e épisode de Course épique. Comment vas-tu en ces premiers jours de confinement ? Bonjour Guillaume, comme tu le dis, premier jour de confinement, donc ça va très bien et on va s'adapter comme on l'a fait sur la vague 1, et on va s'adapter sur la vague 2, il n'y a pas de raison. On n'a pas le choix, soyons responsables et solidaires. Christophe, avant que tu nous parles plus spécifiquement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs ? Donc, Christophe, moi je viens de passer le demi-siècle, je viens d'avoir 50 ans cet été. Je suis marié à la même femme depuis 30 ans que j'adore, et puis j'ai 3 merveilleux enfants qui ont 25, 23 et 17 ans. Donc j'ai une famille merveilleuse. Moi, mon repère, c'est de vivre avec ma famille. Et puis j'habite un village à côté d'un parc d'attractions de l'Est parisien. Donc j'habite pas très loin d'un autre ultra trailer, mais qui est bien loin devant moi et que tu as reçu. Qui est Lucas Papi. Donc voilà, j'ai la chance, même pendant ces périodes de confinement, d'être dans la nature et même 1 kilomètre autour de chez moi. Moi, c'est les bois, c'est les champs. Je suis très, 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 très heureux où je suis. Un confinement idéal. Et professionnellement, tu évolues dans quel univers ? Très, très jeune, j'ai voulu faire de la restauration.
J'adore la cuisine, donc j'ai commencé dans l'hôtellerie, la restauration de luxe, puis après commercial. Et puis petit à petit, je me suis dirigé plutôt dans l'hôtellerie pour seniors. Et aujourd'hui, je m'occupe de résidence service senior dans un groupe, je ne sais pas si on peut dire son nom, mais voilà, un très grand groupe en France. Et c'est voilà, d'offrir de l'hôtellerie et de la restauration pour des seniors qui sont complètement autonomes. Alors, c'est pas du tout de l'EHPAD, hein, c'est bien avant. Et ça me permet voilà, de faire passer ma passion de l'esprit de service et de tout ce qu'on peut offrir aux seniors, parce que voilà, ils nous ont donné beaucoup. Et moi, voilà, dans ma pratique professionnelle, ça me permet aussi de leur redonner un petit peu. C'est un peu un fil conducteur chez moi de donner aux autres, tu vois. C'est comme ça. Un joli fil conducteur. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport lorsque tu étais enfant ou ado? Quels étaient les sports que tu aimais pratiquer à cet âge-là? Est-ce que tu aimais le sport déjà? Alors moi, voilà, j'adorais le sport. Je suis né dans une famille de sportifs parce que j'ai des grands-parents qui ont été champions de France d'aviron avant la guerre. Un grand-père qui a failli faire les Jeux Olympiques. Malheureusement, il y a eu donc la guerre. Et puis un père qui faisait du vélo, qui a fait du foot, qui a fait du rugby et qui faisait du vélo. Donc voilà, j'ai toujours été dans une famille de sportifs. Une maman moins sportive, mais qui m'a inculqué la rigueur et l'envie de travailler. Donc c'est voilà, déjà des tout petits. Il y avait le sport d'un côté, le travail de l'autre. Et puis voilà, comme beaucoup d'enfants, j'ai fait du foot. J'aimais pas courir. Moi, quand je me souviens, l'échauffement autour du terrain de foot, c'était vraiment pas mon truc. Et du reste, j'ai été gardien de but. Et puis après, j'ai fait du vélo. Et du vélo voilà, qui va m'emmener, je dirais, jusqu'à mon adolescence. Et puis après, voilà, le premier sport que j'ai fait, je dirais bien de façon assez construite, c'était le vélo. Et donc la course à pied est finalement arrivée assez tardivement dans ta vie puisque tu as démarré à l'âge de 33 ans avec 13 kilos en trop et 20 ans de tabac derrière toi. Est-ce que tu peux nous raconter justement ta rencontre avec la course à pied? Comment est-ce que tout ça s'est passé? Dans quel contexte? Et puis comment petit à petit tu as été amené à progressivement allonger les distances jusqu'à faire des ultras comme tu en fais aujourd'hui régulièrement? Écoute, comme peut-être beaucoup de personnes, hein, un jour, tu te réveilles. Alors moi, c'était après un réveillon bien arrosé. Tu es en surpoids, tu fumes. Bon, et puis on te fait la petite réflexion qui va bien. Donc, moi, je me suis dit, allez, je vais courir. Je vais courir et j'ai couru 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, mais j'étais lessivé, j'en pouvais plus. Waouh! Donc, ouais, comme je suis têtu, même pas mal, dirait mon épouse, j'ai dit, je vais continuer. Donc, j'ai fait 25, 30 minutes, puis 1 heure. Première fois que j'ai fait 1 heure, ouais, j'en revenais pas. Et puis, à l'époque, pas de monde connecté. Donc, j'ai pris ma voiture, j'ai fait le même parcours en voiture pour voir. Et j'ai dit, tiens, je sais plus, mais j'avais fait moins de 10 km. Donc, la fois d'après, j'ai rallongé 10 km. Et donc, ça, c'était en janvier, février. Et puis, je sais pas pourquoi, je vois semi-marathon de Paris. Alors, moi, je faisais du vélo avant. Du vélo, j'ai fait des cyclos sportifs, j'ai fait l'étape du Tour. Donc, j'aimais déjà le long. Et puis, semi-marathon, il y a le mot marathon. Je n'y connaissais rien. Donc, je me suis inscrit. À l'époque, le semi-marathon de Paris, on partait de Charletti. Donc, on part. Il devait faire 15 degrés. Moi, je suis parti en cuissard long et en maillot long, hein, parce que quand même, il faut ce qu'il faut. C'est la seule fois, je crois, que j'ai couru en long de ma vie. Et je suis parti, mais si j'avais tenu la cadence, je sais pas, j'aurais fait 1h25. Sauf qu'au 15e kilomètre, je me suis arrêté, j'ai marché. Ah bah ouais, explosion totale. J'ai marché quasiment jusqu'à l'arrivée dans Charletti. Puis voilà, par fierté, dans Charletti, j'ai trottiné pour faire le tour de la piste. Et c'était mon premier semi-marathon. Et waouh, j'ai aimé l'ambiance et c'était bien sympa. Tu l'as couru seul ou tu étais dans une démarche collective? Est-ce que tu t'es laissé aussi entraîner par des gens autour de toi qui t'ont encouragé dans le sport et dans cette pratique-là, ou c'est une pratique plutôt solitaire? Ah non, à cette époque-là, c'était vraiment solitaire. Après, il va y avoir des rencontres, mais c'était pour maigrir, uniquement pour maigrir. Puis j'étais content parce que j'avais dû perdre 13 kilos en 3 mois. Donc j'étais content, j'avais fait mon semi-marathon, j'avais ma médaille. Et puis je continue à trottiner autour de chez moi. Et puis je vais faire une rencontre qui va changer un peu le cours de ma vie sportive. Un monsieur que beaucoup connaissent, qui s'appelle Michel Bach. Alors pour ceux qui le connaissent, c'est un monsieur qui a fait je crois que toutes les courses de la Terre, ils l'ont vu. Et puis pour ceux qui le connaissent moins, c'est ce monsieur qui court avec une tour Eiffel sur le dos, qui fait le marathon de Paris, qui a fait le marathon de New York, enfin, etc. Qui est au-delà d'un coureur formidable, un monsieur, mais d'une gentillesse pas possible. Peut-être l'inviter dans un de tes prochains podcasts. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire, figure-toi. Ouais. Avec sa charmante femme Sylvie. Et donc, je les rencontre et puis je vais trottiner avec eux. Alors, je me souviens, on courait le soir et puis, viens avec nous. Voilà, ça a fité tout de suite. Et puis, j'ai continué à courir avec eux. On courait 2 fois par semaine. Et puis après, 3 fois le week-end. Eux, ils préparaient Millau, je me souviens. Pour moi, 100 km de Millau, ça ne veut rien dire. Et après, ils ont fait un marathon qui n'existe plus aujourd'hui, qui est dans les Yvelines. Allez, fais avec nous ton premier marathon. Et donc, 10 mois après avoir commencé la course à pied, je fais mon premier marathon. Donc, dans les Yvelines, il m'accompagne, je me souviens, jusqu'au 35e. Et puis après, c'était pour eux qui sortaient de Millau la semaine d'avant ou 2 semaines avant. Bon, voilà, ils ont une pédale douce, on va dire. Moi, j'ai continué et je fais mon premier marathon en 3h45 et je passe la ligne avec mes 2 enfants qui étaient tout petits à l'époque.
ouais, les larmes ont coulé facilement. C'était mon premier marathon et c'était voilà, formidable. J'ai ressenti quelque chose qui était comme tout le monde quand on court son premier marathon. Alors bon, bah, écoute, on continue à courir, on se repose parce qu'on a mal aux jambes après son premier marathon. Et puis, bah, toujours Michel et puis la bande de copains me disent, écoute, on a un truc pour toi, c'est en équipe de 5, ça peut être le Raid 28. Ah bon, c'est quoi? Bon, ouais, tu verras, c'est quelque chose. Fin janvier, bon, écoute, on y va. Et puis il me dit, de toute façon, pour s'entraîner, on s'entraîne le samedi soir et puis après, on passe à la maison, on va boire une coupe de champagne. Donc moi, c'est voilà, c'est le course à pied que j'aime bien, ça. Et donc, il m'embarque là dans ce Raid 28. Je ne sais pas ce que c'est le Raid 28. Raid 28, c'est simple. On part à minuit, le dernier week-end de janvier. On part le samedi à minuit et on prend une carte, on prend des balises, enfin, on prend des points pour aller chercher des balises. Et ça va durer toute la nuit jusqu'au lendemain, fin d'après-midi, jusqu'au dimanche après-midi, dans le froid, dans la boue. À un moment, on traverse une rivière pour aller poinçonner une balise. Mais on a une équipe de 5. Donc, c'est à la fois très dur parce que voilà, il fait froid, c'est de l'autosuffisance. C'est la première fois que je cours avec un sac à dos. Mais voilà, on est 5, on est équipe de 5. Et je me souviens encore des 5. Et on a passé un moment mais fabuleux. Parce que c'est déjà le partage. Et moi, c'est comme ça que j'ai aimé la course à pied très, très vite. C'est le partage avec les copains. Et quand on a des baskets aux pieds et qu'on est en tenue, ben, il n'y a pas de différence sociale, il n'y a pas de différence tout court. On passe un moment ensemble. Et Thread 28, ça a été vraiment le déclenchement de l'ultra. C'est ça qui a lancé un petit peu moi, ma course à pied. C'est déjà une rencontre et puis voilà, petit à petit augmenter les kilomètres. T'étais tombé dans la marmite. C'est ça, je suis tombé dans la marmite. Marmite voilà, où il y a toujours un bon produit à manger, une bonne bouteille à boire. Et puis, bah voilà, on va faire après le marathon du Médoc, on va faire voilà, de multiples courses. J'ai commencé voilà, beaucoup de marathons. Donc, j'ai couru une fois Paris, Berlin, New York 2 fois, dont un avec mon épouse l'année passée. Paris, le dernier, je l'ai couru avec ma fille de 20 ans. Enfin, voilà, c'est plein de marathons. Aujourd'hui, voilà, une trentaine, mais Même celui qu'on appelle des sables, d'ailleurs. alors oui, ça a été là. Pour moi, ça a peut-être été la course la plus à part. Je l'avais toujours un peu à part, celle-ci, parce que le marathon des sables, c'est une aventure humaine. Certes, c'est une course. Certes, il y a ces étapes, il y a le sable, il y a l'autosuffisance. Mais ce que j'ai préféré, c'est la préparation, déjà. C'est la préparation, parce qu'on part vraiment qu'avec le sac à dos. On nous donne que de l'eau pendant toute la course, donc il faut partir avec sa nourriture. Il faut choisir les bons vêtements, parce que le soir il fait froid, la nuit il fait froid. On a le duvet. Est-ce qu'on prend un petit matelas, on prend pas de matelas? Enfin, c'est toutes ces discussions que l'on a des mois et des mois avant. Moi, je suis parti avec 3 copains, avec 2 copains, Eric, Patrick et puis moi, on était des copains de course. On a fait quelques balades avant ensemble et on se dit on part tous les 3, on va vivre quelque chose à 3. Et là, je vais dire à 3 mecs, parce que voilà, il y a quelque chose de très fort. Et depuis, c'est en 2014, et depuis, c'est très fort entre nous. Et donc, on part au sable et on va rencontrer d'autres personnes. Alors, dans notre tente, on avait aujourd'hui un journaliste qui présente Question pour un champion, qui est un grand sportif. Il était avec nous, Samuel. Et puis d'autres copains, enfin voilà, qu'on se voit toujours. Et donc, on a cette tente et on n'a pas passé une semaine ensemble. Et ce marathon des sables, au-delà de la difficulté, de la chaleur, on mange pas bien. Enfin, mais c'est une aventure tellement soudante, je dirais, parce qu'elle nous soude, on partage des moments et on a parlé de choses super personnelles. Et moi, j'encourage vraiment toutes les personnes qui veulent certes se mesurer à une grosse épreuve, mais à vivre quelque chose, une aventure humaine, mais hors du commun. Est-ce que tu peux nous dire, Christophe, aujourd'hui, l'accomplissement que tu trouves dans la course à pied, en d'autres termes, pourquoi est-ce que tu cours? Waouh, ça c'est une vraie bonne question. Vous avez 4 heures. Ah ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Mais il va falloir que tu m'arrêtes. Pourquoi je cours? Alors, il y a plusieurs raisons. Je les mettrai dans le désordre, mais il y a déjà pour moi, parce que j'ai besoin de sport, j'ai besoin de cramer tout ce que j'emmagasine au quotidien. J'ai besoin de courir seul pour faire le point. Moi, je sais que j'aime courir seul tôt le matin. Il m'arrive de courir la nuit aussi parce que c'est là où j'ai des grandes idées. Souvent, je cours et puis je me fais des messages que je vais exploiter dans la journée ou le lendemain. J'aime courir parfois aussi avec ma famille, parce que moi, ma famille, c'est mon pilier de vie. Et dernièrement, on a fait les 20 km de Paris connectés avec mon fils, ma fille, ma femme. Enfin, c'est des moments, mes chiens. Je cours aussi avec mes chiens. Enfin, voilà, il y a des moments de partage. Ça peut être tout seul, et ça peut être aussi avec ma famille. Donc, c'est un moment de partage. Et puis, je pense aussi, c'est pour un peu le regard de mes enfants aussi. Je pense que quand on est père, voilà, on essaye d'être quelque chose. Moi, j'essaie de leur donner un peu des lignes de conduite dans la vie. Et c'est aussi pour que, voilà, je sais qu'ils le disent, alors ne me disent pas moi, hein, parce que les enfants, Ce serait trop beau. Ce serait trop beau, mais je sais que ouais, ils sont assez fiers de ce que je peux faire. Alors maintenant, c'est banal, parce que maintenant, je pars faire des trucs, ils me disent, ouais, c'est simple, tu vas y arriver. Mais au-delà de ça, c'est voilà. Donc, mais c'est surtout pour
Ouais, c'est un équilibre. Moi, je peux pas vivre sans. Je peux pas vivre sans le sport. D'autres, c'est la musique. D'autres, ça va être autre chose. Moi, je peux pas vivre sans le sport. C'est pas possible. Est-ce que tu pourrais nous parler, de ce que tu penses être tes points forts et tes éventuels points d'amélioration? Qu'est-ce que tu gères bien, aujourd'hui, peut-être physiquement et psychologiquement? Quels sont les domaines où tu te sens, bien loti et puis d'autres sur lesquels c'est peut-être, plus difficile? Je pense que grâce à l'éducation que j'ai reçue de ma maman et de mon papa, j'ai un gros mental. Et je sais que mes copains me le disent toujours. Voilà, je ne doute jamais sur une sortie ou sur une course. Il y a les douleurs, il y a des fois, tu es dans le fond du panier, dans le fond du seau, quoi. Tu racles, mais je doute pas. Je dis ça, je sais que ça va revenir. Donc, je pense que le point fort, c'est le mental et je doute pas. Les points améliorés, moi je sais, il y en a deux. Alors, moi, le fractionné, la dernière fois que j'ai fait du fractionné, je sais pas, ça devait être en quatrième quand on faisait le tour du gymnase, à peu près, tu vois. Ouais, non, j'ai horreur de ça, puis ça m'amuse pas, quoi. Donc, tous les ans, en début de saison, là, bientôt, tu vois, je vais dire, ah ouais, allez, cette année, je fais du fractionné. Je vais faire une séance. La deuxième, je vais me faire un peu de fartlek sur une côte, voilà, près de la maison. Et le troisième, j'arrête. Donc, ouais, ça, je suis nul. Et puis, ça m'emmerde, en fait. Et voilà, donc ça. Et puis, tout ce qui est PPG, je sais qu'il faut que j'en fasse. Hein. J'en avais fait justement le marathon des sables parce que je savais que j'allais avoir le sac à dos. Donc j'avais essayé d'en faire un peu, pas assez pour les trapèzes, mais j'en avais fait un peu. Mais j'en fais jamais. Et je sais qu'il faudrait que j'en fasse, mais ça, j'en fais jamais. En synthèse, je pense que c'est ça. Non, ça, je suis pas bon. Comme quoi on peut aller sur des ultras et faire des courses, et des performances, incroyables sans faire de PPG et sans faire de fractionné. Ce qui m'arrange aussi parce que moi je suis pas un gros fan de PPG, je suis comme toi, je me dis qu'il faut que je travaille le gainage, et un foutu du match. J'arrive pas, c'est trop compliqué. Christophe, tu es également très investi dans une association qui s'appelle Basket au pied, qui amène la nature dans la chambre d'enfants hospitalisés. Est-ce que tu peux nous parler de cet asso qui œuvre pour les enfants, qui est un sujet, qui te tient particulièrement à cœur? Ouais, ça me tient à cœur parce que pour moi, il y a rien de plus anormal qu'un enfant malade. Un enfant, c'est la vie, c'est pas la maladie. Et moi, j'ai la chance d'être debout, de m'éclater, d'avoir une famille en pleine santé. Et puis j'ai rencontré Antoine qui a fondé cette association. On a échangé et puis rapidement j'ai aimé ses valeurs parce que voilà, l'idée c'est comme tu le disais, c'est d'apporter grâce à la réalité virtuelle la nature dans les yeux et dans les oreilles des enfants et un enfant qui est hospitalisé pour une très longue maladie puisque l'association intervient dans les services qui accompagnent les enfants dans des très longues maladies. Voilà, pendant 8-10 minutes, tu leur mets les lunettes, tu leur mets le casque, et là, ils vont s'envoler. Et quand tu écoutes les enfants, moi j'ai en tête une fille, hein, une petite fille qui malheureusement n'est plus de ce monde, qui a dit, mais je vole, je suis un oiseau. Ah, Mmh. et ça, c'est beau, c'est beau. Et puis derrière, il y a une intelligence, c'est que les médecins l'ont constaté, ça aide les enfants dans la prise de leur traitement. Et là aussi, une petite fille qui n'arrivait plus à prendre son traitement, lors d'une séance, a réussi à le prendre. Et donc, voilà, c'est donner du sens. Alors, moi, j'interviens pas directement dans les hôpitaux parce que j'ai pas le temps. Mais derrière, j'essaye de faire un maximum et voilà, on est nombreux à faire un maximum pour cette association. Toi, là, pour Noël, on va sortir un kit. Et là, j'encourage tout le monde à l'acheter parce que ça va être quelques euros de reverser à l'association. Un kit avec un bœuf, avec un masque, malheureusement, un masque qu'on doit porter en ce moment. Et puis, quelque chose qu'Antoine et sa femme Laure ont pensé, c'est d'avoir un dossard pour l'année. Mais c'est pas un dossard, c'est pas n'importe quoi comme dossard, c'est un dessin qui va être réalisé par un enfant hospitalisé. Mmh. Donc, voilà, c'est aussi donner du sens. Et puis, l'association intervient dans plusieurs hôpitaux, hein, à Paris, à Clermont, à Lyon, à Saint-Étienne, à Saint-Denis-de-la-Réunion, qui est aussi un terrain de jeu de trail magnifique. Et je sais que tu avais rencontré Alexandre, casquette verte, pour raconter sa diag. Enfin voilà, et en 2021, on va accompagner les athlètes qui veulent faire des aventures solidaires, qui veulent courir des off, comme on dit, au profit de l'association. Donc des off solidaires où on va les accompagner pour écrire aux mairies, pour écrire à la presse, pour faire connaître leur épreuve. Là aussi, c'est pour faire connaître l'association. Et puis une association, elle vit aussi avec des dons. 2020 était très compliqué parce que on n'a pas pu aller dans les hôpitaux. C'était pas possible avec le Covid. Donc on essaye de trouver d'autres solutions. Et donc là, voilà, on capitalise ça sur cette fin d'année, sur 2021, parce qu'il y a une vraie relation entre le coureur à pied, la nature et les valeurs qu'on transporte pour voilà, l'amener jusque dans la chambre des enfants. Donc, écoute tous tes auditeurs qui entendront ça et s'ils veulent aller voir, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est bientôt sur Twitter, on essaie sur Internet, c'est Basket au pied. Je mettrai toutes les infos dans la description de l'épisode pour que effectivement les auditeurs puissent aller se renseigner et venir soutenir cette association. Effectivement, c'est important de faire passer ce message et plus de gens vont se mobiliser autour de ce projet, de cette initiative et mieux ce sera. C'est ça, j'ai toujours un peu d'émotion quand je parle de ça.
Je te comprends. Moi aussi, c'est un sujet qui touche particulièrement. Écoute, merci en tout cas, Christophe, pour cette présentation. Sujet un petit peu plus léger maintenant. On va passer à la redoutable séquence de la basket chinoise, qui est notre portrait chinois version sportif. Première question de cette basket chinoise. Si tu étais un personnage de fiction, qui serait-il? Alors écoute, ça, c'était une vraie question. Et puis rapidement, je l'ai trouvé parce qu'il est né en 76, moi je suis né en 70. Il est encore là et moi, il m'a galvanisé. C'était Rocky Balboa. Eh oui, Comment, ouais, tous ces bien films, moi je me sûr. souviens. Il y a des similitudes, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu modeste comme moi, qui s'est, alors lui, voilà, dans le sport, mais qui a travaillé dur pour y arriver. Et je pense que, et moi c'est une de mes valeurs, je crois que sans le travail, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours, il n'y a rien. Et puis voilà, voilà, quand on était jeune, moi je me souviens, cette musique, on l'écoutait à fond, puis même ado. Hein. Et qui n'a pas écouté la musique et je sais que tu en parlais aussi dans un de tes podcasts, pardon, Marathon de New York, dans Brooklyn, tu entends la musique. Eh oui. Voilà, et donc c'est Toi quelqu'un, aussi, ouais. tu lèves les bras au ciel en arrivant en haut des escaliers, c'est ça? Allez, pour rigoler, ça m'est arrivé avec des potes, ouais, de le faire parce qu'on fait de temps en temps Montmartre et ça m'est arrivé, ouais, c'est vrai, je dois le dire. Et puis, bah, Rocky Balboa, il a son Adrienne. Moi, j'ai ma Audrey, c'est ma femme et c'est pareil. Mais ouais, Rocky Balboa, c'était voilà quelque chose qui m'a porté très jeune et ouais, j'ai passé des bonnes heures devant ma télé dans la cassette VHS à regarder Rocky. Et je sais que mon fils aujourd'hui le regarde aussi. Ouais, parce que c'est pas seulement un film sportif, c'est vraiment une chronique sociale, quoi. C'est vraiment une plongée dans la vie de cet homme pas forcément favorisé et voilà, qui est touchante au-delà de la performance sportive. Finalement, quand tu regardes Rocky, le premier, en tout cas, il n'y a pas tant de scènes de boxe que ça. Finalement, c'est plus une trajectoire de cet homme un peu seul et voilà, qui s'accroche, quoi. C'est ça. Deuxième question de ce portrait chinois, de cette basket chinoise, si tu étais un animal. Un animal, je serais un aigle. Alors l'aigle, pourquoi? Parce que déjà, il vit dans les montagnes. J'adore les montagnes. Moi, j'habite Paris, dans la région parisienne, mais j'adore les montagnes. C'est un animal pour moi qui est majestueux, qui peut faire 5-6 km sans un battement d'aile, juste par les courants. La tête qui bouge, tu vois, comme ça, et d'un seul coup, voilà, il tombe sur sa proie. Donc, j'adore cet animal, et pour être totalement transparent et franc avec toi, j'ai un gros tatouage sur le pec droit avec une tête d'aigle. Voilà. Je pensais que tu allais me dire qu'il y avait marqué Audrey dessus. Alors, pas très loin. Non, mais alors là, tu rigoles, mais pas très loin, puisqu'on s'est mariés sur une musique connue et on s'est gravé tous les deux les paroles. Donc, toi, tu savais pas, mais pas loin, pas loin. Bonne piège. L'aigle, donc. Et enfin, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui t'inspire particulièrement? Oui. En fait, moi, j'aime les sportifs qui mettent tout en œuvre pour y arriver. Alors, quand tu regardes et quand tu écoutes un petit peu ce qu'ont fait les Tony Parker, les Kelly Slater, les Teddy Riner, ça rime. Ça, je n'ai pas fait exprès, hein, parce que je suis pas poète non plus. Les Renaud Lavillenie, pour casser la rime. Non, mais tous ces sportifs qui mettent tout en œuvre pour y arriver. Moi, je trouve ça top. Et même si on va sur le foot, hein, un Cristiano Ronaldo, un Zlatan, il a certes un caractère à bien à part, mais le gars, il a 37, 38, 39 ans, il joue toujours au Milan AC. Et quand il lève le maillot, mais il a des tablettes. Oh, je ferais de la mousse chocolat avec ça, sans problème. Voilà, j'aime beaucoup ces sportifs qui se donnent les moyens d'y arriver. Donc voilà, et moi, il m'inspire dans la pratique du sport. Et puis après, d'un point de vue plus léger, moi, il y a un sportif qui me fait rire, c'est Yannick Noah, parce que moi, en 83, j'étais derrière ma télé. Je me suis pris pour Yannick. Je me souviens de cette finale. Et puis maintenant, quand je le suis sur les réseaux sociaux, moi, il me fait rire. Voilà, il me fait rire. Une finale en 83 contre Villander qui aurait pu être une rime logique dans la continuité de celle que tu avais juste avant, mais tu as bien fait de choisir Yannick. On préfère quand même avoir en souvenir cette victoire. Ça fait quand même 37 ans qu'on n'a pas gagné Roland-Garros, qu'un Français n'a pas gagné Roland-Garros. Ouais, c'est ça. Et puis Yannick Noah, c'est aussi un mec qui donne beaucoup. Là, son association Faites le Mur, mais c'est aussi un mec qui a un grand cœur. Donc, ouais, il y a toujours un fil conducteur. Tout se recoupe. Écoute, merci beaucoup Christophe de t'être frotté à l'exercice de cette basket chinoise. Le moment est venu désormais de nous plonger dans ta course épique, la No Finish Line. Pour en donner le principe en quelques phrases, la No Finish Line, c'est une course solidaire qui a vu le jour en 1999 à Monaco et qui a ensuite été déclinée à Paris depuis 2015. La course, elle est accessible à tous, petits et grands, grand public, écoles, entreprises qui viennent courir au marché sur un circuit d'environ 1,3 km qui est ouvert 24 heures sur 24 pendant 5 jours sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, pour ce qui est de la version parisienne de la course. Donc voilà, chacun est libre de venir participer quand il veut pendant ces 5 jours et peut revenir autant de fois qu'il le souhaite. Le principe fondamental de cette course, c'est que pour chaque kilomètre parcouru, l'organisation et ses partenaires y reversent 1 euro à différentes associations. Et donc, comme le dit Philippe Verdier, qui est le créateur et l'organisateur de la No Finish Line, ici le chronomètre n'existe pas et chaque kilomètre parcouru est une victoire.
L'édition parisienne de 2019 à laquelle toi tu as participé, Christophe, enfin, c'est une de celles auxquelles tu as participé. Elle s'est tenue entre le 15 et le 19 mai et elle affichait un total de plus de 136 000 km parcourus par l'ensemble des coureurs et toi tu y as contribué de façon assez importante. Pour la petite histoire, moi j'avais moi-même participé à cette course cette année-là, mais j'avais passé beaucoup moins de temps que toi dans les allées du Champ de Mars. On s'est peut-être croisés d'ailleurs, enfin probablement. Voilà, il existe deux formats de course officiels au sein de cette No Finish Line. Il y a un format de 24 heures avec un départ le samedi matin et puis une course de 5 jours avec un départ le mercredi matin et une arrivée le dimanche à 18h. L'objectif est bien évidemment de parcourir le plus de kilomètres possible sur cette période de 5 jours. Lucas Papic, dont on a parlé tout à l'heure, ton voisin, et que j'ai eu l'immense plaisir de recevoir dans notre 11e épisode, a d'ailleurs participé à plusieurs éditions de la No Finish Line et a notamment parcouru plus de 700 km en 2016 dans l'édition monégasque de la course. Voilà, donc lors de l'édition parisienne de 2019, vous étiez seulement 33 à prendre le départ de cette course dans sa version intégrale de 5 jours. Avant que tu ne partages avec nous ton fascinant récit de la No Finish Line, on va faire un petit détour par notre rubrique tant redoutée, la question qui pique de course épique, une question gentiment piège que je pose à tous mes invités. Donc on l'a dit, Christophe, la No Finish Line, elle plante son décor au pied de l'emblématique Tour Eiffel qui est très chère à tes yeux. Impossible donc de ne pas lui consacrer notre question qui pique du jour. On va aujourd'hui parler d'Erika Labrie, c'est une ancienne militaire américaine qui est également championne de tir à l'arc. Erika, elle a un lien très particulier avec la Tour Eiffel qu'elle a découvert en 2004 lors d'un séjour à Paris. Est-ce que tu saurais me dire lequel ? Alors là, c'est la question qui pique, mais qui pique grave là. Elle pique, elle est introuvable, hein. Elle est globalement introuvable. Mais je l'ai trouvée aussi improbable que introuvable. Et bien, figure-toi que Erika Labrie, elle est connue pour avoir épousé la Tour Eiffel en 2007. Ah, C'est ah, étonnant, ouais, c'est ah assez ouais. étonnant. Pour tout te dire, donc elle a légalement changé de nom pour refléter le lien qui l'unit depuis donc 2007 à ce monument, comme nous l'apprend le journal britannique The Telegraph. Et donc Erika Eiffel, puisque aujourd'hui elle se nomme comme ça, elle a rencontré son futur époux donc en 2004 et aurait ressenti une attraction immédiate. Donc la dame de fer lui aurait permis, dit-elle, de trouver son équilibre. Malgré le froid du métal, l'embrasser me réchauffe le cœur, a-t-elle expliqué. Donc elle s'est officiellement mariée à la Tour Eiffel en 2007 selon les rites du mariage objecto-sexuel. La cérémonie fut célébrée de façon intime en présence d'une poignée d'amis. Voilà, et donc Erika, elle est également connue pour avoir fondé OS International. C'est une association qui vise à réunir les individus qui éprouvent des sentiments pour les objets inanimés. Donc cette connexion avec les objets peut également être physique, voire sexuelle, comme l'expliquait Amanda Whittaker, qui est une jeune anglaise. Elle a expliqué au journal Le Daily Telegraph. Elle explique être tombée amoureuse de la Statue de la Liberté, elle, et déclare carrément avoir eu un orgasme simplement en touchant le monument. Donc voilà, on en est à peu près là. Donc toi, Christophe, je sais que tu es très attaché à la Tour Eiffel, mais je souhaite et j'imagine que ce ne soit pas exactement dans ces proportions-là assez surréalistes. Alors là, je te confirme, mais alors là, toi, tu m'épates. Ouais, Ah, puis non, mais pendant que je t'écoutais narrer cette fabuleuse histoire qui est connue, je pensais à mon ami, on en parlait tout à l'heure, Michel Bach. Michel, si tu écoutes ces paroles, t'imagines qu'il y a quelqu'un qui s'est marié avec ta Tour Eiffel. Alors, comme lui, il a la réplique sur son dos. j'espère qu'il n'est pas jaloux. Ouais. Ouais, c'est ça, il va être jaloux. Et puis, alors, je connais sa femme aussi, elle va rigoler. Mais je pense qu'à écouter ces paroles, ils vont rigoler tous les deux. Non, je connaissais pas et c'est quand même une fabuleuse Non, je histoire. pense que personne ne connaissait cette histoire, mais voilà, il y a des gens qui sont capables de faire ça. On vit dans un monde assez merveilleux quand même. Merci à toi. Bon, c'en est fini de notre course épique. Enfin, pardon, pas de notre course épique, non, pas du tout. De la question qui pique, monumentale pour l'occasion. On va désormais parler de ta course épique, Christophe. La No Finish Line, donc, c'est une course à laquelle tu as eu l'occasion de participer à plusieurs reprises. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est présentée à toi l'opportunité de prendre le départ de ta première No Finish Line ? Bah, écoute, je m'en souviens bien plus trop, mais c'est vrai que le format me plaisait bien. Déjà, c'est une course solidaire et je trouve que voilà, tu fais 1 kilomètre à 1 euro, c'est en plus pour une belle cause puisque c'est le SAMU social et la chaîne de l'espoir. Voilà, ça m'a plu. Puis donc, avec un copain, je me suis dit, oh, bah, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va faire un 100 bornes. 100 bornes, ça veut dire que le circuit fait 1 km 3, donc ça représente quand même quelques tours. Et la première année, je fais 100 km et ça m'a plu. Et donc, la deuxième année, on y retourne. Et puis là, je la fais connaître voilà, à mes proches qui viennent aussi. Bon, super. Troisième année, je préparais l'Ultra Ardèche. L'Ultra Ardèche, c'est 203 km en moins de 34 heures de mémoire. Et je me dis, au lieu d'enchaîner les 100 bornes, j'ai fait 5 jours à 5 marathons. Parce que le format s'y prête bien. On n'est pas stressé par le chrono. Enfin, on passe un bon moment, on marche, on court, on discute, on boit un verre. C'est ça qui m'a plu. Et puis, l'année suivante, je vois qu'il y a un 5 jours. J'avais fait mon premier 24 heures. Puis je me dis, mais ça doit être top ça. Il faut que j'aille essayer. Et puis l'avantage, c'est que c'est pas loin. Si j'abandonne, je suis pas loin de la maison. Donc voilà, c'était assez facile pour moi. Et donc je m'inscris donc en 2018. Et puis voilà, dans l'inconnu. Lucas était là, je me souviens. Et puis le samedi matin, des chevilles qui ont doublé de volume. J'ai fait une belle tendinite aux 2 releveurs. Donc j'ai fait les 2 derniers jours, le samedi et le dimanche, en marchant. Et je boucle ces 5 jours en 477 km. Donc c'était bien, mais il y avait un sentiment d'inachevé. Et c'est comme ça que je suis arrivé en 2019 à me réinscrire. Dès que les inscriptions sont tombées, j'étais dans les premiers. Je me suis réinscrit
et on était parti pour l'édition 2019 qui va être une édition pour moi fabuleuse. Et est-ce que tu avais mis en place une préparation spécifique pour cette course de 5 jours? Non, en fait, j'ai pas de plan. J'ai jamais suivi de plan, de choses comme ça. Moi, j'aime bien courir au feeling. Donc, pour courir 5 jours, faut courir, faut faire des bornes, faut borner. Donc, dès que c'était possible d'aller faire des bornes, j'allais faire des bornes. Donc, c'est avant de partir au travail le matin. Donc, ça m'arrive de me lever à 5h moins le quart le matin et puis je vais courir. C'est le soir, c'est la nuit, c'est le week-end où on fait des sorties longues. Ça m'arrive aussi de faire des sorties dans Paris le soir avec les copains. Alors. Mais voilà, donc c'était de courir tout le temps. Dès que je peux, je cours. C'est ma seule préparation, des bornes et du plaisir. Quelles sont selon toi les qualités physiques et psychologiques qui sont indispensables pour s'engager et se donner des chances de réussir sur une telle course? Bon, je pense qu'il faut quand même un minimum d'endurance. On ne se lance pas comme ça du premier jour, mais il faut pas croire qu'on court, on s'entraîne par période de 5 jours. Non, c'est pas ça. Bien sûr, il faut faire des kilomètres, mais c'est pas. Voilà, il y a un moment, de toute façon, le corps, il va avoir des douleurs, puis ça va stopper. L'ultra, c'est ça, et puis à un moment, on va pas plus loin dans la douleur. Mais il faut quand même avoir des bornes. Non, je pense qu'il faut de la grosse détermination et être capable de décrocher en fait le cerveau de la réalité. Quand on tourne pendant 5 jours sur un anneau d'1,3 km, moi, tout mon entourage m'a dit mais t'es cinglé. Bon, je pense qu'ils ont raison. Mais par ailleurs, il faut être capable de décrocher ça. Et après, en fait, les heures sont des minutes. Et je pense que c'est surtout moral. Je pense qu'il faut plus de mental que de physique. Est-ce que tu peux nous parler du mode de fonctionnement de ce type de course un peu particulier, notamment la gestion des ravitaillements, des zones de repos? Comment ça se passe sur une durée aussi longue que la course le format de course auquel tu as participé sur 5 jours? Comment est-ce que ça se passe concrètement, les ravitaillements, les moments de sommeil? Est-ce que tu as des lits? Est-ce que tu te poses là où il y a de la place? Comment c'est organisé? Alors, pour celle de Paris, il y a un village et donc notre dortoir, c'est une tente, un lit picot, comme on a à l'armée, enfin un lit pliant, et une rallonge électrique pour brancher ton téléphone, et puis un petit chauffage. Point à la ligne. Il y a des douches, certes, mais dans un gymnase à côté. Et donc, voilà le seul confort qu'on a pendant 5 jours. Le ravitaillement, on a là aussi une tente avec un espace qui nous est réservé, où on a des produits salés, sucrés, je dirais assez communs pour la course à pied. Hein, le tuc, les sirops, le coca, Les les fruits, classiques. etc. Les classiques, rien de plus. Donc, c'est ça aussi que moi j'ai aimé, c'est aussi de partir un peu dans le dur, quoi. On dort pas à l'hôtel, on n'a pas, voilà, on n'a pas un stand de nourriture tout le temps, on n'a pas de barbecue, même si j'aurais bien aimé. Voilà, on a juste un repas le soir, et donc c'est assez sommaire. Mais c'est aussi ce que je venais chercher, et je pense que quand on fait ce genre de course-là, c'est aussi ce qu'on va chercher. C'est vivre 5 jours, mais ça fait partie de la vie de ces 5 jours, du peu de confort, même si on ne va pas le ressentir comme ça pendant la course. Est-ce que tu viens chercher une performance ou un cap que tu souhaites franchir à l'occasion de cette course ou c'est pas nécessairement l'objectif? Si je partais sur cette édition, je me suis dit, il faut que je fasse 500 bornes. Voilà, j'avais fait 477 l'année d'avant avec les 2 chevilles plutôt sous forme de melon. Donc là, j'ai dit, non, il faut que je fasse 500 bornes, c'était l'objectif. Si je faisais 500 bornes, j'avais réussi mes 5 jours. Bel objectif, effectivement, puisqu'il t'en manquait 23, c'est ça, lors de ton édition précédente pour atteindre ce cap symbolique. C'est ça. Mais bon, 5 jours, c'est tellement long, surtout à courir, quoi. Voilà, on ne sait jamais ce qui va se passer. Est-ce que tu avais déjà décidé, sans avoir nécessairement un plan de course très établi, mais en tout cas, est-ce que tu avais réfléchi à la gestion de ton sommeil? Est-ce que tu avais prévu d'improviser au gré de la course et de son avancée? Ou est-ce que tu t'étais déjà imposé un peu des règles sur la façon dont tu allais gérer ton sommeil? Les deux. Oui, parce que c'est quelque chose que j'avais testé sur des ultras, je dirais, sur des 100 miles, sur des choses comme ça. Moi, j'arrive à m'endormir très vite. Donc, j'ai dit, je ferai des siestes de 20 minutes. 2 minimum par jour, ou 3 si j'étais fatigué. Et puis, la nuit, je m'étais dit, tu dors 2 heures. Donc, j'avais testé l'année précédente, ça passe bien. Et je me dis, ouais, voilà, on va rester là-dessus. 2 siestes de 20 minutes. Plutôt quand j'ai envie dans la journée. Et puis la nuit, de toute façon, quand arrive la nuit, moi je sais que j'ai un coup de barre sur les coups de minuit, 1 heure, et j'en ai un autre sur les coups de 4-5 heures. Bon, et ben en général, voilà, le coup de barre de minuit, 1 heure, il me sèche. Donc je m'étais dit, bon, tu dors 2 heures. Donc en fait, quand la fatigue arrivait, parce qu'à un moment la fatigue elle arrive vraiment, j'arrivais sous la tente, je me lavais avec. Les vieux cyclistes connaissent ça, mais avec de l'eau de Cologne, et c'est top parce qu'un gant avec de l'eau de Cologne, ça décrasse. Ça secoue un peu, ouais, j'imagine. Ça secoue un peu, mais voilà, ça te nettoie bien. Je me changeais, donc je me mettais dans la tenue du lendemain et je me mettais dans le sac de couchage et je m'endormais en à peu près 7 à 8 secondes. J'avais mis le téléphone et 2 heures après, le téléphone sonnait, sauf que, et c'est là où le corps est une fabuleuse machine, le téléphone n'a jamais sonné. En fait, je me réveillais 30 secondes à 1 minute avant. Donc, tu as beau être crevé, tu dis, tu dors 2 heures, maintenant tu dors 1h59, 50 secondes, voilà, le téléphone ne sonnait pas. Quelle merveille, le corps humain.
Ouais, c'est fabuleux. Et là, tu te réveilles, t'es courbaturé, t'as froid. Et là, franchement, ouais, tu décroches. Tu mets le cerveau par terre, tu sais, au niveau de tes pompes, et puis tu te dis bon, il faut que j'y aille. Et là, je m'habillais, même s'il faisait bon, puisque c'était voilà, au printemps, on a une belle édition. Et puis là, tu repars marcher. Moi, je partais marcher, je me levais, je prenais un coca, je me lavais les dents, parce que c'est voilà, Dans quel ordre? Tu commençais par le coca et tu te lavais les dents après? je sais plus, je sais plus. Mais Ça je sais que marche je me mieux lavais dans ce les dents. sens-là, en théorie, ouais. Ouais, 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 je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. En fait, tu vois, il arrive un moment, tu sais plus trop, quoi. Et voilà, je repartais et je commençais par marcher 2 tours. Donc, 2,6 km, je marchais. Je m'interdisais de courir. Et puis après, je repartais, et puis la machine était partie. Est-ce qu'il y a un moment que tu appréhendes plus particulièrement au moment de t'es lancé? Là, tu es sur la ligne de départ, on est le mercredi matin, 10 heures. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu redoutes? Ou tu as que des pensées positives et l'envie d'en découdre? J'ai que des pensées positives. J'ai voilà, une patate voilà, folle, intérieure, mais folle. Et je sais qu'il y aura des moments difficiles. Je sais que la journée du jeudi va pas être facile. Et je sais qu'il y a un moment, je sais que je vais vivre au moins un moment très difficile. Donc je le sais, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. C'est ça qui est, qui est génial, c'est que tu dis, voilà, je vais en prendre plein la gueule, mais je sais pas quand. Et tout ça, c'est vérifié. Et tout ça, Et c'est ça s'est vérifié. passé exactement comme prévu. Est-ce que tu peux nous parler donc de cette journée de mercredi, qui est une journée assez particulière et en général pleine de joie et une journée très animée sur la course? Ouais, c'est génial parce que tu as tous les centres de loisirs de Paris qui viennent, parce que comme c'est une course solidaire et qui est ouverte à tout le monde, comme tu l'as dit, les centres de loisirs prennent un dossard qui coûte 10 euros de mémoire. Et puis, voilà, les enfants qui viennent. Et là, les enfants, les petits-enfants qui viennent, qui mettent un dossard, qui mettent le t-shirt de la course, parce que tu as aussi un t-shirt, et qui partent courir autour du Champ de Mars. Oh, c'est génial, tu cours au milieu des enfants, les enfants qui crient, qui sourient, qui jouent entre eux, voilà, les adultes qui les accompagnent. Et c'est une journée, moi, que j'adore, parce qu'il y a de ces enfants, ça grouille de partout, ils sont heureux, nous aussi, parce qu'on voilà, on est euphorique, et puis on a la patate, donc on y va. Et ouais, moi, la journée du mercredi, c'est pas ma préférée, mais j'adore la journée du mercredi sur la no finish line parce qu'on court avec les enfants. Et ça, c'est fabuleux. Et puis, on est frais, donc voilà, les jambes tournent toutes seules. Tu as une idée du nombre de kilomètres que tu as parcouru dans cette première journée du mercredi? Je crois que j'ai bouclé les 24 heures à 140 km. Les 24 heures, donc comme on est parti le mercredi à 10 heures, tu vois, le jeudi matin, j'arrivais autour des 140 bornes, ce qui était bien. Moi, je m'étais fait en fait, pas un plan de course, mais j'avais calculé une moyenne arithmétique sur Excel, donc tu vois, un truc nul, pour arriver à 500 bornes le dimanche à 18 heures. Mais donc voilà, c'était mon seul repère. J'avais enlevé mes 2h40 de repos par jour. Et puis voilà, donc j'étais bien. Et cette journée de mercredi, non, très bien. Un très beau souvenir. Donc là, tu restes fidèle au plan que tu t'étais donné avec 2 heures de sommeil dans la nuit du mercredi entre 2 heures et 4 heures du matin. Et donc là se profile la journée de jeudi, qui est une journée que tu appréhendes un peu plus que les autres. Ouais, c'est la journée, elle est moins fun parce que t'as pas les écoles. Toi, les écoles viennent, mais t'as pas les centres de loisirs, donc t'as un peu moins de monde. Le week-end est loin. Moi, j'ai la chance d'avoir plein de copains et ma famille, donc je savais qu'il allait venir à partir du samedi. Donc ouais, c'est une journée où tu es un peu morose. Tu as les premières courbatures. Bon, donc elle passe comme ça. Il faisait beau, mais voilà, elle passe. Donc écoute, les heures passent. Tu parles avec les autres coureurs et c'est là que commence à se nouer une vraie entente, un vrai partage. Voilà, on va se souder. Voilà, on va passer beaucoup de temps à discuter. Et puis, voilà, arrive le jeudi soir, et puis je vais avoir une fabuleuse surprise. Parce que le jeudi soir, sur le coup de 22 heures, mon téléphone sonne, parce que bien sûr, j'ai mon téléphone. Pour tout te dire, je fais même des mails professionnels pendant que je cours, pour passer le temps. Bon, le téléphone sonne et je vois le nom de mon boss. Ouais, Arnaud, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, t'es toujours sur le Champ de Mars? Je dis oui. Il me dit, bon, on arrive. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il me dit, on arrive. Bon, il raccroche. Et là, je vois arriver tout le comité de direction de mon groupe En costard. en costard, une partie de mon comité de direction, mon DG qui arrive. Enfin, et là, ils viennent, ils étaient une 10-12. En costard, ils avaient fait le codir toute la journée, ils avaient été au resto. Ils sont venus faire 2 tours avec moi le soir. Et ça, c'est génial. C'est des Sympa. moments ouais, c'est top. Et tu fais le tour avec ton DG, avec ton boss. Et j'ai un bon moment. Voilà, et on en reparle quand on se recroise de temps en temps. Et c'était un moment. Et là, ils sont partis. Ouais, il devait être 23h, minuit. Et j'ai retourné 2-3 tours et j'ai été me coucher. Voilà. Et donc la journée du jeudi était passée. J'étais content. Ça t'a donné un petit coup de boost. Ah Et ouais. qu'est-ce que tu te dis déjà psychologiquement dans ce deuxième jour? Qu'est-ce qu'on se raconte quand ça fait déjà une trentaine d'heures qu'on court? Est-ce que le cerveau il cogite? Est-ce qu'il décroche complètement et finalement t'as pas vraiment de souvenir d'avoir pensé à des choses en particulier? Comment tu gères ce temps-là en fait? Tu penses à tout, les pensées sont positives, tu penses à ta vie, tu penses
à ton enfance, tu penses à ta vie de père, de mari, professionnel, tu rencontres du monde, tu partages. Et c'est ça aussi qui est fabuleux, c'est que on va courir avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément et on va partager. Cette année-là, je me souviens, le parrain était Anthony Delon. Et donc, Anthony va faire 2 tours. Moi, je parle un peu avec lui parce que je le croise, il me demande ce qu'on fait. Enfin, voilà. Donc, il y a pas de différence, en fait. Et puis, il y a des gens dans la précarité aussi qui viennent parce que voilà, le SAMU social ou la chaîne de l'espoir vient en aide aussi aux grandes précarités. Et donc, ils viennent faire un tour. Peut-être des gens que j'aurais pas côtoyés autrement. Et là, je vais passer un moment avec eux. Mais c'est voilà, on passe le moment pour l'instant présent, on vit l'instant présent. Parce que j'aime dans la vie, c'est de vivre l'instant présent. Et voilà, cette journée du jeudi, c'est comme ça qu'elle va passer. Mais voilà, on va la vivre intensément, sans vague, mais on va la vivre pleinement parce qu'on sait que le lendemain, c'est vendredi. Et le vendredi, c'est top. C'est top, sauf qu'il y a toujours un moment un peu douloureux pour toi, en tout cas un moment que tu affectionnes pas beaucoup de ce que tu as pu me dire lorsqu'on a échangé en amont de cet entretien. Notamment le petit réveil, la période entre 4h et 6h30 du matin, en général, c'est un moment que tu redoutes un peu. Et donc le vendredi matin, là, c'était voilà, pas forcément le moment le plus agréable, en tout cas, de ces 5 jours. Non, c'est le moment, voilà, pas le plus agréable. Alors, le pire sera le dimanche, mais on en parlera sûrement plus tard. Mais ouais, le moment de 4-6, il est difficile. Moi, j'ai du mal à me mettre en route. C'est le matin. Il fait encore nuit. Bon, après, c'est vrai que bon, la chance, hein, c'est au printemps, le soleil se lève très, très tôt. Et là, tu as le soleil qui se lève. Et moi, après, ça y est, c'est parti. Je suis reboosté. Mais c'est vrai que 4h, 6h, c'est difficile. J'ai froid. J'ai pas forcément de douleur particulière, mais ouais, j'ai froid. Puis, j'ai quelque part un petit diable au fond de ma tête qui me dit ouais, l'année dernière, souviens-toi, au réveil, tu t'es réveillé, tes chevilles faisaient le vide, c'est là que tu as dû passer à la marche. Donc j'ai peut-être un peu peur de ça. Mais ouais, dans le petit matin, c'est pas mon truc. Mais ce qui t'a tenu ce jour-là, c'est une perspective plutôt réjouissante, enfin même complètement réjouissante en fin de journée, avec des retrouvailles très attendues pour toi. Ouais, le vendredi, je savais que notamment mon épouse allait venir. Elle bosse sur Paris. Je savais qu'elle avait pris les affaires de sport. Et puis mon fils aussi. Alors, mon fils, 2 ans avant, avait eu un très grave accident de la vie. Il avait dû se faire opérer du cœur. On a passé par des moments très difficiles. Et je savais qu'il allait venir. Et le vendredi soir. Et il va me faire la surprise parce qu'il va venir le vendredi soir. Il va venir le samedi, il va venir le dimanche. Et on va trottiner ensemble. Et donc, rien que de penser à eux le soir, voilà la journée du vendredi. Et puis, c'est là où tu fais la bascule entre les écoles, les enfants et puis les familles. Tu as les premières familles qui arrivent. C'est le week-end. La vie change à Paris le vendredi soir, comme tu le sais toi aussi. Donc, ouais, le vendredi va passer bien, il fait beau. Et puis, je sais que le vendredi soir va arriver. Et puis, c'est vrai que le vendredi soir arrive, mon épouse vient, mon fils vient, on passe des moments, voilà, on va manger parce que, comme je te disais, il y a un ravitaillement. Le soir, on a un plateau repas par l'organisation, mais ça ne t'empêche pas d'aller chercher ce que tu veux à côté. Donc, ce que tu veux, c'est certes un sandwich, mais ça peut être une petite bière aussi. Donc, voilà, ça amène une petite bière, une bonne bière à 18h le vendredi soir. Là, c'est du bonheur, quoi. Et voilà, la journée du vendredi, c'est ça. Les kilomètres commencent à arriver. Je commence à regarder le classement. Je me souviens en me disant, bah, tiens, c'est vendredi, on a 48 heures de l'arrivée. Oh, t'es pas mal, t'es dans les 5 premiers. Bon, tiens, c'est pas mal. C'est pas mal, mais sans plus. C'est pas là que je vais commencer à le regarder, mais voilà, le vendredi soir, c'est ça. Et puis, voilà, tu es dans le 4, 5e, 3e, ça joue. La famille va partir. Et là, tu vas aller te coucher, comme tous les soirs, quelque part, sans savoir que ça va être ta dernière nuit. Spoiler. Et donc tu fais une petite, même assez brève nuit le samedi matin et des micro-siestes assez courtes. Comment est-ce que tu abordes cet avant-dernier jour de course? Alors bien, parce que comme tu le disais en introduction, il y a le 24 heures. La course du 24 heures, ils partent le samedi matin. Donc là, tu as voilà, plein de monde qui arrive. Et ça te fait du bien. Et tu rencontres des copains de Paris que tu connais. Je me souviens, il y avait Grégoire Cheminard, tu sais, de mon canapé au plus grand marathon du monde, hein, qu'il a écrit, je crois. Oui. J'avais mon copain Anthony aussi qui était là. Enfin voilà, donc tu as le 24 heures qui arrive, c'est le samedi, tu sais que tu vas rencontrer du monde. Moi, je sais que j'ai mon copain aussi Patrick, qu'on a parlé quand on a fait le marathon des sables qui va venir. Voilà, donc ouais, tu as la banane, c'est difficile parce que là, tu commences à rentrer dans le dur. Il fait beau, mais ça va être top parce que je sais que je vais avoir du monde, je sais que je vais rigoler, on va passer des bons moments le samedi. Donc voilà, c'est difficile, mais la machine se met bien en route, même si les douleurs arrivent quand même. Hein. Ouais, tu commences à avoir un peu mal. Donc c'est le physique qui a des premiers signaux d'alerte, mais en tout cas mentalement tu es plutôt au beau fixe et tu sais que le week-end va être plutôt réjouissant avec des beaux moments de partage avec les gens qui comptent pour toi. Ouais, c'est ça. Et vers je sais plus 11h du matin, j'ai mon copain Patrick, il arrive avec un petit sac, il me dit j'ai été faire le marché. Regarde ce que je t'ai acheté. Il m'a amené de la mousse au chocolat. Si tu savais, Guillaume, le bonheur que c'est de manger une mousse au chocolat sur le Champ de Mars à 10h du matin, samedi matin. Ça change des trucs. Ça change des trucs, je te jure, c'était du bonheur. Et puis voilà, et puis après, comme je te disais, mon épouse va venir, mon fils, les copains, j'ai mon copain Willy, enfin voilà, et puis mon copain Guillaume qui va venir aussi. Donc on va passer un samedi entre copains.
On continue à discuter, mais j'ai un œil sur le classement et je vois troisième, deuxième, quatrième, troisième, deuxième, quatrième. On se parle bien parce que l'ultra, c'est pas une compétition contre quelqu'un d'autre, c'est vis-à-vis de toi-même. Mais c'est pas, il n'y a pas une compétition contre quelqu'un, au contraire. Laurent qui était là, voilà, qu'on passe des très bons moments, on rigole à chaque tour. Enfin voilà. Donc, mais tu commences à regarder. Moi, je suis compétiteur. Moi, je fais du sport aussi pour gagner. Quand je joue aux cartes, c'est pour gagner. Quand je joue au Monopoly, pour gagner. Voilà, moi, je joue, c'est pour gagner. C'est comme ça. Je suis formaté comme ça. Donc, je regarde. Bon, le premier, il est intouchable, mais derrière, je me dis un podium, ça doit être sympa quand même. Donc voilà, le samedi, c'est ça, c'est le partage. 18h, je vais faire ma petite sieste, 20 minutes. Au retour, je mange et puis voilà, le samedi soir va passer comme ça. Ma femme et mon fils partent. Et là, il va arriver quelque chose qui, quand on a préparé cette émission, ce qui fait rire, je me souviens, on va avoir un orage. C'est samedi soir, la nuit est tombée sur Paris et on a un orage, mais un truc qui tombe. Et puis, pour ceux qui connaissent le Champ de Mars, c'est vraiment des chemins avec des trous, donc des flaques d'eau. Et là, il va tomber une pluie, mais un truc de cinglé quand même. Les coureurs du 24 heures continuent à tourner. Et puis moi, je me mets à l'abri quand même, mais je vois Lolo, qui était à cette époque-là, qui devait être troisième ou quatrième avec moi, qui continue à tourner. Ah, là, je me dis, non, attends, si lui, il tourne, je dois tourner. Donc, je prends au fond de mon sac un poncho, j'ai pris un poncho, voilà, je mets des crocs et me voilà parti sur le Champ de Mars en poncho et en crocs. Je sais pas si tu vois, c'est un coureur, donc tu vois juste le bas des mollets et des crocs. C'est dommage qu'il n'y ait pas de photos qui traînent de ce moment-là. Là, ça, je les ai pas donnés en fait. D'accord, elle reste confidentielle, bien Et cachée. ouais, c'est ça, c'est du off. Et donc, on va passer peut-être, je sais pas, 2 heures comme ça à tourner, plutôt en marchant, mais des fois en trottinant, en crocs dans les flaques d'eau. Et puis les heures passent, la nuit passe, et on arrive le dimanche matin, et on continue un peu à se chicorer, troisième, quatrième, deuxième place. Et tu l'as pas dit, mais en cette fin de ce qui est la dernière nuit, tu connais un coup de mou, et donc tu fais un peu comme Jean-Pierre Foucault aurait pu te le proposer dans Qui veut gagner des millions, tu décides d'activer l'option appel à un ami. Ouais, parce qu'en fait, je vais pas dormir. Donc, j'ai fait une sieste, j'ai dormi 2 heures, donc de la nuit de vendredi à samedi. Samedi matin, j'ai dû faire une petite sieste. Samedi soir, vers 18h, je redors 20 minutes. Et là, je vois ce podium qui est pas trop loin et je me prends au jeu. Et Laurent va se coucher. Et moi, je me dis non, c'est là que tu dois faire le trou. Donc, tu vas pas te coucher, tu es troisième, tu dois rester troisième. Et je continue à tourner. Sauf que, voilà, hein, j'ai peut-être une grande. Mais il y a un moment, le corps est à rattrape et sur les coups de 4 heures du matin, 4h30, j'ai un coup de bambou, un truc de cinglé. Je me souviens, un moment, m'arrêter 30 secondes debout, long d'un arbre, me mettre la tête le long de l'arbre et fermer les yeux. Et je me dis, je vais me reposer 30 secondes, une minute debout pour surtout pas dormir. Et donc, ouais, j'en peux plus. Et là, mon copain Guillaume, la veille, m'avait dit, surtout, tu m'appelles, j'habite pas loin, je viens. Moi, j'ai dit, allez hop, Jean-Pierre appelle un ami. Et donc, je compose le numéro de Guillaume. Et là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, Guillaume, tu m'as proposé, tu as le droit de me dire non, mais je suis dans la merde, mais j'en peux plus. J'arrive. Mais 20 minutes après, mon pote Guillaume, il était là, quoi. Et là, on va tourner 5 heures. Guillaume, alors, c'est un chef d'entreprise, une très, 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 très grande entreprise, groupe mondial, on va dire. Et donc, quelqu'un voilà, qui a l'habitude de rencontrer des présidents, etc. Et ce jour-là, il est en short, en t-shirt, en cimentant. Je te promets, Guillaume, je te dirai rien. Tu l'avais demandé de prendre ses crocs ou pas? Non, non, alors il faisait sec, c'était dimanche matin, on dit toi à peu près sec. Et non, il est venu en basket, en short, en pull, et il sortait du lit, et on va tourner 4-5 heures ensemble. Guillaume, c'est un sportif, hein, c'est un triathlète. C'est surtout un ami formidable parce que voilà, s'extraire du lit pour venir, enfin tenir sa promesse et venir te soutenir au moment où tu es particulièrement en difficulté, c'est quand même un beau témoignage d'amitié. C'est un énorme témoignage d'amitié. On va passer 4-5 heures à parler de tout, de rien, du boulot, de la famille. Enfin, et là, il va me donner une pêche et je l'ai toujours en mémoire. Et je lui ai dit merci, mais si, Guillaume, je te remercie, tu étais fabuleux ce jour-là. Et parce qu'il me fait passer ce moment de trou et le dimanche matin, le jour se lève, je regarde et j'ai 13 ou 14 ou 15 tours d'avance sur le quatrième. Et là, je me dis, c'est ta journée, Paro, c'est pour toi. Là, le mode compétiteur reprend, tu vois, et c'est comme ça. Et bon, je me dis, il ne reste plus que, je sais pas, 12 ou 14 heures. C'est rien. T'y es presque. Donc là, tu vois les concurrents du 24 heures qui étaient partis le samedi matin qui terminent eux-mêmes leur propre course. Et toi, tu vas franchir donc le cap symbolique que tu cherchais à atteindre vers les environs de midi. Tu as une idée qui te vient alors en tête une fois que cet objectif finalement est atteint? Ouais, je passe les 500 km à midi encore avec mon noyau dur, hein, ma femme, mon fils, mon copain Patrick, mon copain Willy aussi, je crois qu'il est là. Et je m'arrête. Laurent arrive, il avait 13 ou 14 tours de retard. Et je lui dis, Lolo,
je te propose un truc. Moi, je suis à 500 bornes. On finit main dans la main. On finit tous les deux. Je veux qu'on finisse ensemble sur la troisième marche. Et il me dit non, si, moi j'ai envie. Et il me dit ok, mais tu montes sur le podium, tu prends le trophée et les fleurs elles sont pour ta femme. Puis allez, tape là. Et donc l'après-midi, je vais la passer à marcher. Et là, non pas en gardant de l'avance, mais en voulant prendre du retard pour que Laurent me rattrape. Et c'est comme ça que va se passer l'après-midi. C'est un moment hors du temps. Moi, j'ai un moment de plénitude sur cet après-midi-là, de partage, d'amour. Enfin, c'était fabuleux. Et puis arrive 18h, dans le dernier tour, donc on est sur le même tour. Laurent, on va passer la ligne ensemble. Et au bout de 104 heures, quand tu regardes les résultats aujourd'hui, on passe la ligne dans la même seconde. Incroyable. Et ça, c'est génial parce que voilà. Et Lolo, on était content et on s'est pris dans les bras, on s'est embrassé, mais c'était sincère. Et puis bah ouais, on est monté sur le podium. Moi, c'est le seul podium de ma vie. Je pense que j'en ferai plus. Hein, donc voilà. Mais j'étais content. J'avais mon trophée. J'étais sous la Tour Eiffel. Et ouais, 5 jours, 104 heures. Et c'est là où quand je regarde après dans le rétro, quelques mois ou même années après, je me dis ouais, c'est quand même un peu faut être cinglé, mais qu'est-ce que c'était bon. Qu'est-ce que c'était bon, cette no finish line, ces 5 jours, c'était génial. Mais en fait, c'est un peu mensonger parce qu'il y en a une finish line finalement. Et ouais, il y avait une finish line et en fait, sur une course horaire comme ça, c'est chacun la tienne. Tu sais pas. Quand tu fais un marathon, c'est 42-195. Quand tu fais un ultra, tu sais le nombre de kilomètres approximativement, mais à 500 mètres près, tu le sais. Là, tu sais pas. Et c'est ça les courses horaires. C'est ça qui est génial aussi. C'est que tu sais pas, tu sais que en fait, la fin, c'est ta montre, c'est pas les kilomètres. Et tu te bats pas, tu te bats contre les kilomètres, pas contre la montre. C'est ça qui est génial. J'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as ressenti, enfin le sentiment qui prédomine au moment où tu franchis la ligne d'arrivée? Qu'est-ce que tu gardes comme émotion et comme souvenir cristallisé de cette arrivée? Ah, je pense quelque chose que certains là, ressentent, c'est que moi j'ai malheureusement perdu mes parents assez jeunes, mes grands-parents également, et pour moi ils avaient une place énorme. Et j'ai pensé à mon grand-père, à mon père et à ma mère, bien sûr, et ma grand-mère en passant la ligne. Et je me dis là-haut, ils doivent être quelque part un peu fiers parce que c'était des sportifs. Et bon, j'ai commencé à courir, ils ont vu mes premiers pas coureurs, on va dire. Mais ouais, j'étais fier pour eux en me disant s'il y a quelque chose là-haut, j'en sais rien, mais ouais, c'est un peu pour eux. Et puis bah rapidement, j'ai pensé aux enfants aussi hospitalisés parce que ils n'ont pas la chance de faire ça. Donc et puis bah ça c'est les quelques secondes. Hein. Et puis après, bah, je croise le regard de mon épouse, de mon fils, tombe dans les bras. Et puis c'est un moment de partage. Il n'y a pas de mots. Ça se passe voilà. Moi quand je suis dans les bras de mes enfants, de mon épouse, il n'y a pas de mots. Il y a un truc qui passe quoi. Donc ouais, de la joie, pas un peu de nostalgie. C'est fini. Tu sais, je pense que quand on finit un gros truc comme ça, on se dit merde, c'est déjà fini. Tu penses que tu la referas un jour? Ça fait partie de tes projets? Je recourrais à la no finish line, peut-être pas en format 5 jours parce qu'il y a tellement d'autres choses à recourir. Et puis, je pense, j'aurais peur d'être déçu de faire moins. Enfin voilà, donc j'irai, oui, je retournerai. Je retournerai tous les ans. Par attachement, ouais. Oui, par attachement. Je ne ferai pas les 5 jours, non, il y en a d'autres à faire. Puis bien, un jour, j'ai bien envie d'aller à Monaco. Non pas titiller le record de Lucas, mais ouais, d'aller à Monaco. Mais pas à Paris, non, j'irai courir comme ça. Merci beaucoup Christophe d'avoir partagé avec nous ce récit de cette course épique qui t'a amené à te dépasser d'une façon assez incroyable. Et quand c'est pour une bonne cause, ça donne évidemment un sens encore plus fort à ce type de défi vraiment hors du commun. Si on parle un peu d'avenir maintenant de tes futurs projets, autant qu'on puisse imaginer pouvoir en faire au moment où on enregistre cette émission au début du mois de novembre, est-ce que tu as des projets pour 2021 dans ton agenda déjà ou c'est le flou total pour l'instant? Les deux, parce que j'ai des reports de course. Alors, j'ai le report d'ultramarin que j'ai pas fait l'année dernière, donc je vais y aller cette année s'il a lieu, bien sûr. L'UTMB, parce que moi, je fais partie de ceux qui ont tenté leur chance 3 fois, puis qui ont eu leur dossard de tir au sort. Donc, tu sais, voilà, tu es super content mi-janvier à te dire, ouais, chouette, c'est l'UTMB. Sauf qu'il n'a pas eu lieu. Donc, normalement, il y a l'UTMB en août prochain, encore une fois, s'il a lieu. On croise les doigts. Ben ouais, parce qu'il y a des choses bien plus importantes, c'est la santé de nous tous. Après, il y aura des offs. Moi, j'aime bien les offs. Donc oui, il y a déjà des premières idées voilà, qu'on réfléchit, qu'on échange, notamment avec la sauce. Il y aura des offs. Moi, j'aime bien faire les offs. Là, j'en ai fait un il y a une dizaine de jours. J'ai fait plage du débarquement avec un copain, 170 km en 2 jours, en une journée et demie. Voilà, donc on aime bien partir avec le sac à dos et faire des choses comme ça. Mais ouais, je pense qu'il faut mieux voir notre pratique comme ça maintenant. Mais on n'a pas besoin de course. C'est bien de faire des courses. Moi, j'aime bien avoir un dossard. Mais j'aime bien aussi partir avec le sac à dos, préparer ma course, la trace, et puis partir sur des chemins comme ça. J'aime ça aussi. Donc, je pense que ce sera plutôt ça. Très belle philosophie. Écoute, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Autrement dit, la devise qui t'est particulièrement chère et qui te guide au quotidien, en tout cas qui est source d'inspiration pour toi. Est-ce que tu aurais un motto à partager avec nous? Et oui, comme je te le disais en introduction, moi, voilà, je suis
cuisinier de métier et le maître de la cuisine, c'est Paul Bocuse. Et Paul Bocuse a dit un jour, je travaille comme si j'allais vivre 100 ans et je savoure la vie comme si chaque jour était le dernier. Moi, j'aime beaucoup cette phrase parce que je travaille, je cours, je vis comme si j'allais vivre 100 ans. C'est-à-dire, je profite de la journée, je profite de chaque seconde, de chaque moment. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a tellement d'agressivité, on est tout le temps en train de juger, tout le temps en train de chercher la petite bête. Moi, je prends beaucoup de recul sur tout ça. Je profite des miens, je profite des instants, je profite, toi, du moment qu'on a passé ensemble, Guillaume, qui est juste top. Et puis, je me dis, c'est pas demain ce qui sera fait. Donc, profite de l'instant. Et si moi, j'ai quelque chose à dire, c'est de profiter de l'instant, de redonner tout ce qu'on peut avoir à des gens qui en ont besoin. Et ça, c'est énorme. Et puis, on verra demain, mais profitons de l'instant. On est tellement tout le temps en train de cogiter sur plein de trucs. Bien sûr que il faut le faire, mais voilà, en ce moment, est-ce qu'il faut mettre un masque, pas un masque? Moi, je cherche pas, je mets un masque, je protège les miens, parce que derrière, j'ai envie d'aller courir et j'ai envie de passer un moment avec Guillaume sur course épique. Voilà, c'est tout. Tu as bien raison. Et moi aussi, je tiens à te recevoir et ça me fait plaisir qu'on puisse organiser ce type d'échange. Et c'est aussi des réjouissances, effectivement, dans ce contexte qui est pas toujours simple et qui l'est pour personne, en tout cas. Mais voilà, c'est important de s'accrocher à ces bons moments et à l'instant présent. T'as raison, il faut être ancré dans ce qu'on vit et savoir en profiter autant que possible. Écoute Christophe, je te remercie beaucoup. C'est déjà malheureusement la fin de cet épisode. Je suis ravi que tu nous aies fait vivre cette course qui n'est pas nécessairement très connue, mais qui en tout cas qui mérite de l'être très largement. Bravo à nouveau pour cet exploit incroyable que tu as réussi à l'occasion de cette édition 2019. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite, plein de réussite, plein de plaisir avec les tiens justement dont tu as beaucoup parlé, que ce soit ta famille, tes amis, tes proches, tes collaborateurs, les gens avec qui tu bosses. Voilà, je te souhaite tout ce que tu peux accomplir et rêver de plus beau, en tout cas dans toutes ces sphères de ta vie sportive, personnelle et professionnelle. Merci beaucoup, Guillaume. Merci par ces podcasts à nous faire découvrir des athlètes, parce que moi j'ai écouté tes podcasts, il y a des moments top, et puis donner la parole à des gens comme moi, on n'est rien, mais on essaye de partager. Et puis toi aussi, je sais que tu as une petite famille, profite de ta famille, prends soin d'eux. Et puis c'est bien ça le plus important, tu as raison. Merci pour cette invitation. Et puis j'espère que les auditeurs prendront autant de plaisir à écouter que moi j'en ai eu à te faire partager ces 520 km de la No Finish Line Paris. C'est très gentil Christophe, et je suis sûr que nos auditeurs ont eu aussi beaucoup de plaisir à l'entendre. Et puis je te donne rendez-vous à la prochaine No Finish Line. On s'organise et promis, on va faire au moins un tour de Champ de Mars ensemble. Promis, et puis on fera, Marché conclu. Marché conclu avec grand plaisir, Guillaume. À bientôt. Ça marche, à très bientôt. Salut Christophe. Salut. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique.